il faut savoir que c'est la plus vieille église de Toulouse qui est visitable à ce jour. Vous verrez des vestiges qui datent du 4e, 5e siècle de notre ère, après Jésus-Christ, donc la période de la première implantation de cette église. C'est un bâtiment très complexe. Donc moi je vais vous parler surtout des vestiges archéologiques. Je vous parlerai un peu moins du bâtiment en lui-même, parce que déjà c'est pas ma spécialité. Moi je travaille au musée Saint-Raymond, je suis chargée des collections et plutôt spécialisée sur la proto-histoire, âge du bronze, âge du fer. C'est un peu exceptionnel cette visite que je vous fais aujourd'hui. Mais rassurez-vous, j'ai quand même étudié le sujet un petit peu pour pouvoir vous en parler. Mais je ne pourrai pas vous détailler toutes les étapes de construction, mais cependant, on ira voir quand même quelques murs de l'autre côté. Et peut-être, j'ai bien envie aussi de vous montrer l'extérieur, parce que c'est très intéressant de voir des techniques de construction que l'on peut observer depuis l'extérieur. Alors, j'ai récupéré cette plaquette, qui est une plaquette assez ancienne qu'on ne publie plus malheureusement, sur Saint-Pierre-des-Cuisines, juste pour vous montrer la complexité du plan. Là, vous avez, chaque couleur correspond à un état de construction. Et si cette église, elle a été autant remaniée, réaménagée, surtout en fait en l'espace de 1000 ans, entre le 4e siècle et le 14e siècle, il y a eu plusieurs étapes d'aménagement. Ça prouve le dynamisme du quartier et à quel point donc on est sur un secteur qui a eu une histoire très riche à cette période-là, pendant tout le début du Moyen-Âge. Après, vers le 14e siècle, c'est général à Toulouse, il y a eu des grandes périodes d'épidémie, la peste, il y a eu la guerre de 100 ans, et moins de moyens mis dans les rénovations d'églises. Et du coup, l'église a fini par être figée, si vous voulez, et puis peu à peu abandonnée. Enfin, je vous parlerai un petit peu de la fin de son histoire tout à l'heure. Alors, l'histoire de Saint-Pierre-des-Cuisines, pour l'aborder, je pense que la meilleure façon, c'est de commencer à l'Antiquité, et de commencer avec la ville romaine. Parce que on comprend, en voyant le plan ici, vous avez le plan de Toulouse à l'époque romaine. Une ville quand même assez importante, qui s'étend sur 90 hectares, qui est entourée d'un rempart de 3 km, avec une cinquantaine de tours. 3 portes ont été bien identifiées. La porte nord, qui se trouvait là où vous avez aujourd'hui la place du Capitole. La porte sud, qui se trouve sous le palais de justice actuel. Et puis une porte à l'est qui est dans le quartier de Saint-Étienne, juste à côté de la cathédrale Saint-Étienne. Il y avait probablement une 4e porte ici, juste à côté de Saint-Pierre-des-Cuisines, et une 4e porte donc qui était tout proche de la Garonne. Vous voyez que donc la ville, elle s'appuie, elle s'adosse à la Garonne, et c'est très important la Garonne dans l'histoire de Toulouse, depuis la proto-histoire, depuis l'âge du bronze, l'âge du fer, parce que c'est un lieu de passage. Et c'est grâce à cette Garonne que l'on a pu commercer avec la Méditerranée. Toulouse a toujours été un carrefour commercial entre la Méditerranée et l'Atlantique, et c'est ce qui a fait sa richesse à toutes les périodes. Donc c'est un emplacement très stratégique dans l'Antiquité de se placer évidemment à côté de la Garonne, où il y avait certainement un port ou plusieurs ports, mais on n'a pas trouvé aujourd'hui l'emplacement de ces ports, mais c'est certain qu'il y en avait. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait ici le Bazacle, le gué du Bazacle, que vous connaissez certainement. C'est un lieu de passage, c'est le dernier lieu de passage où l'on peut traverser la Garonne avant l'Atlantique, en fait. Donc c'est un gué très important et qui a toujours eu aussi une importance dans le commerce et dans les échanges. On avait, à l'extérieur de la ville, pendant toute l'Antiquité, des nécropoles, c'est-à-dire des cimetières. Nécropole, ça vient du mot nécropolis. Polis, c'est la ville, et nécro, c'est les morts. Donc la ville des morts, le cimetière. Des nécropoles, ce sont les zones que vous avez en vert, tout ici. Souvent, donc, les nécropoles, elles étaient disposées le long des voies principales. Les cimetières étaient le long des voies, c'était des espaces ouverts, pas fermés comme aujourd'hui. Et les personnes traversaient ces cimetières, pouvaient aller rendre hommage aux défunts, mais pouvaient aussi être amenées à les traverser parce qu'elles étaient situées le long des grands axes routiers. La plus importante des nécropoles, c'était celle du sud, qui était le long de la voie naponaise qui reliait Toulouse à la Méditerranée. Vous aviez ici la voie nord qui est menée vers Cahors et Albi, et puis une petite voie ici, le long de la Garonne, un petit chemin. Et le long de ce chemin, il y avait également une nécropole. Il y a eu des fouilles qui ont été faites dans le secteur, notamment à l'emplacement de l'école, ce qui va être l'école d'économie, vers la faculté de droit. Et on a retrouvé des vestiges qui datent du 1er
1er siècle après Jésus-Christ, donc de tombes d'une nécropole avec des sépultures qui étaient installées là dès cette époque. Et puis, on a retrouvé aussi tout près de Saint-Pierre-des-Cuisines, quand on a fait des fouilles, il y a eu plusieurs phases de fouilles, hein. Il y en a eu dans les années 60, en 1965, puis les abords de Saint-Pierre-des-Cuisines ont été fouillés en 1986 et encore en 1995. Et donc, lors de ces opérations de fouilles, on a retrouvé les plus anciennes sépultures qui sont les plus proches de Saint-Pierre-des-Cuisines, qui datent du milieu du IVe siècle, les années 350-360. Et donc on peut les dater parce qu'il y avait des pièces de monnaie. Vous savez, dans l'Antiquité, on avait coutume de mettre des pièces de monnaie soit dans la main, soit dans la bouche ou sur les yeux des défunts pour payer le passage, en fait, hein, le passage du fleuve, le Styx, vers les enfers. Tu veux dire quelque chose? Voilà, donc c'est très important parce que c'est une coutume qui nous permet de dater les sépultures. Et l'on voit que donc dans cette zone-là, on a des tombes qui sont bien implantées. Et un premier édifice va être installé, donc une première église qui est considérée comme une église funéraire. Donc c'est une église dans laquelle on va installer tout autour et à l'intérieur des sépultures. C'est un quartier qui va se développer tout au long du Haut Moyen-Âge. Il est probablement en lien avec le palais des rois visigoths. Vous savez bien qu'à partir de 418, Toulouse a été choisie pour être la capitale des Visigoths qui sont venus s'installer dans la région. Et pendant 100 ans, jusqu'en 508, Toulouse a été capitale. Ce n'est pas anodin. Et on a retrouvé, lors des fouilles faites sous la place de Bologne, qui est juste à côté d'ici, un grand bâtiment, très grand bâtiment. On a retrouvé juste une aile de ce bâtiment avec une galerie, avec des grandes salles qui semblent être des salles de réception. Et on pense qu'il s'agit du palais des rois visigoths. Et de l'autre côté de Saint-Pierre-des-Cuisines a été aussi mis au jour un très grand bâtiment, avec juste un morceau malheureusement, avec une grande galerie qui en fait le tour. Et là on pense qu'il s'agit peut-être d'un mausolée, c'est-à-dire d'une tombe monumentale, qui date, tout cela date de la même époque, 4e, 5e siècle de notre ère, donc l'époque du règne des rois visigoths. Alors on peut supposer que cette première église qui a été construite à ce moment-là est peut-être liée à ce royaume visigothique qui émerge. Mais on est aussi dans une période où d'autres églises se développent à Toulouse, car vous savez que la religion chrétienne, bon bien sûr, elle a été, pendant toute l'époque romaine, une grande partie de l'époque romaine, elle a été interdite. À partir de 313, l'empereur Constantin autorise les chrétiens à pratiquer leur culte librement. Et à partir de 400, dans les années 400, l'empereur Théodosien, lui, promulgue un édit qui ordonne la fermeture des temples païens, donc des temples dans lesquels on pouvait pratiquer des religions romaines, des cultes romains. Et notamment le grand temple qui était au centre de la ville romaine, qui était dédié à Jupiter, Junon et Minerve. Ce grand temple est fermé en 400, il est détruit en 400. Et c'est la période où on détruit les temples païens, mais on construit des églises. Et on construit notamment la basilique Saint-Sernin, qui se développe. Donc il y avait déjà sans doute une petite église construite sur la tombe de Saint-Saturnin, qui a été le premier évêque de Toulouse, martyrisé en 250. Et dans les années 400 également, on commence à construire une église en dur, un petit édifice avec ce qu'on appelle une abside, dont le plan ressemble tout à fait au plan de la première église de Saint-Pierre-des-Cuisines. Vous voyez ici. Donc tout ça,
Oui. Donc à l'époque médiévale, cette pierre de cuisine ensuite était associée au four Saint-Cernin. Vous voyez que c'est un enchevêtrement de murs, de tombes, et c'est très mal écrit. Vraiment désolée. C'est assez difficile de décrypter tout ça, de détecter ça. Après, vous voyez, ces murs qui sont en arrêt de poisson. Les sépultures qu'on trouve sur ce site, elles sont diverses. Il y a donc, comme vous pouvez le voir là-bas, des tombes qui sont creusées dans la terre et puis un coffrage en briques qui est installé. Il y avait des fosses, de simples fosses, dans lesquelles on avait installé un coffrage en bois, donc des tombes avec un cercueil. Et il y avait aussi des tombes donc construites, certaines aussi avec des moellons et d'autres avec des sarcophages, carrément, vous en verrez là-bas plusieurs exemplaires, des sarcophages qui étaient disposés. Il y a eu aussi des sarcophages qui ont été disposés et enlevés. Par exemple ici, devant vous, vous voyez que le mur a été creusé, cette partie-là a été creusée. C'est un sarcophage qui a été placé ici. Et vous voyez aussi, tout le long du mur qui se trouve ici, des sortes de creux comme ici. Là aussi, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces espèces d'enfeux. Donc on a creusé dans la paroi pour y installer des sarcophages tout au long de la paroi. Ici, on l'a creusé ça au 6e, 7e siècle. Les murs de l'église primitive, ils se trouvent ici. Vous voyez, ce sont ces murs avec des éléments de récupération, beaucoup de briques, des moellons. Tout ceci, c'est lié au mortier de chaux. Et c'est une technique de construction avec des briques qui sont installées en arête de poisson. On le voit aussi de l'autre côté là-bas. Vous voyez donc là-bas au fond et ici, ce sont les murs de la première église. Et pourquoi ils les mettaient comme ça, Alors ça, je ne saurais pas vous le dire. C'est une technique qu'on retrouve très souvent à cette période-là. Si vous allez visiter le musée Saint-Raymond, vous observez la construction du four à chaux. Il est construit de cette même manière. Il est contemporain de ces murs. C'est-à-dire en pointe comme ça. C'est-à-dire un peu comme un parement. Voilà, le côté large et l'extérieur. Et ils nous l'ont expliqué ce matin. Ouais, voilà. Et alors je ne sais pas si ça a des propriétés particulières pour la solidité du mur. C'est une histoire d'économie, je crois. Peut-être aussi. Ou pour faire de la chaux. Oui. Et donc ce sont des murs assez épais, ils font 1 mètre à 1,20 m de large quand même. Derrière, vous avez en brique le mur donc, de l'église du XIe siècle qui témoigne de l'agrandissement de l'église. Alors on va avancer un petit peu. Je vous montre l'emplacement des tombes les plus anciennes qui ont été retrouvées, qui étaient situées tout contre la paroi là-bas. Donc il y avait 2 grandes tombes et une tombe un peu plus petite à côté. Elles sont datées de la toute fin du IVe siècle. Et puis vous pourrez voir donc des sarcophages. Et ici un fragment d'un sarcophage assez intéressant, qui est décoré de stries, qui est un décor typique des traditions de ce qu'on faisait en Aquitaine, dans la région de Bordeaux et dans le Poitou. Donc ça nous laisse penser qu'il y avait des artisans itinérants qui pouvaient venir travailler ici dans le Toulousain depuis l'Aquitaine. Alors ici, on se trouve dans ce qu'on appelle le transept, dans cette partie qui forme la croix de l'église, si vous voulez. Et là, vous avez le mur de l'abside de la première église. Donc c'est devant ce mur ici, dans cette zone, que devaient se trouver les mosaïques à l'origine, qui ont ensuite été déplacées
Non, petite. Quel mur? Ici, le mur de devant, ici. Ça. Ah, non, pas celui-ci. Là-bas. Là-bas, voilà. Ah, Là. Au fond, Je vois pas le- et encore au fond derrière, vous avez le mur de l'abside du XIe siècle. Vous Oui. voyez, donc vous voyez les fondations Oui, là-bas de là, on le l'abside. voit. Et l'abside a été reconstruite au-dessus lors des travaux de rénovation de l'église. Elle a été prolongée. Voilà, elle a été prolongée. Et puis les deux petites, on va voir les deux petites absides qui étaient construites de part et d'autre. Donc celle-ci, celle qui était de ce côté-ci, elle est visible depuis l'extérieur. Et ici, vous allez pouvoir observer la petite abside de gauche, donc sud, on est sur le côté sud, dont on a encore les fondations ici, et donc cette abside, elle a été détruite pour construire au-dessus la chapelle d'Étienne de Montbarlat. Donc chapelle que l'on peut voir encore hein, à l'étage. La façon de construire aussi, c'est là qu'on voit les Si vous parfums. voyez, Oui, c'est parfait comme ça. C'est là qu'on voit que les murs sont anciens. Oui. c'est ça. tout à fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de moellons de récupération. Ces moellons, je trouve qu'ils ressemblent étrangement à ceux du rempart romain. Et je me demande s'il n'y a pas des parties du rempart qui ont été réutilisées. Ce qu'on a vu en plus ouais, ce tout à matin, fait. la même façon de... C'est la même taille. Est-ce que c'est les enfants? Voilà. Venez voir. Vous pouvez voir autour de la basilique Saint-Cernin. Et comme ici, les sarcophages donc étaient disposés. C'était la tradition de se faire enterrer au plus près du saint ou plus près d'un lieu saint. On appelle ça les inhumations ad sanctos, pour aller au plus près du saint. Aussi, une chose que je veux dire, c'est que ce bâtiment a été réutilisé évidemment après le XIVe siècle, et on a posé une fosse. Alors je suis maintenant. Je crois que c'est le gros trou que vous avez là. Là-bas. On a creusé une fosse pour y fondre une cloche. Oui, c'est là-bas, je crois. Non, c'est pas ça. C'est une espèce de... Là-bas, c'est bâtiment en brique, là. le bâtiment en brique. Ah oui, c'est des bâtiments qui sont un peu plus postérieurs. Ça, c'est des tombes du 14e. Entre le 14e et le 16e siècle, on a réutilisé l'église pour y enterrer des personnes. Et là, on construisait des petits tombeaux en brique. Mais je pense que c'est le trou qu'il y a là devant. On a fondu une cloche au 14e siècle. Les archéologues ont retrouvé donc des éléments du moule qui avaient permis de... Parce qu'on fondait les cloches directement dans la terre, on faisait des moules en fait. D'accord. Et on a pu la... C'était pour voir les utiliser sur place ou Ah oui, certainement. pour les transporter sur le... Et ici, c'est une ancienne chapelle qui a été détruite également, qui s'est développée sur la chapelle du XVIe siècle. L'église est tombée en désuétude. Alors, l'église, elle a probablement au XVIIe, XVIIIe siècle, et au XIXe siècle, elle a été réutilisée comme arsenal. Donc, on a fondu